Bonjour et bienvenue sur votre podcast Un mental de champion, le podcast où les athlètes vous parlent de leur parcours et de préparation mentale. Moi, c'est Isabelle Michelbeck, préparatrice mentale pour les athlètes de haut niveau et amateurs. Lors de chaque épisode, je m'entretiens avec des athlètes que j'accompagne, que j'ai accompagnés ou tout simplement inspirants. Et aujourd'hui, pour ce quatrième épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Stéphanie Cano, ancienne joueuse de handball, membre de l'équipe de France, capitaine de l'équipe de France notamment en 2003, lorsque l'équipe sera sacrée championne du monde. Vous avez été aussi vice-championne du monde en 1995 et en 2004, tu remportes le titre de la Ligue des champions avec ton club danois, dont je vais te laisser prononcer le nom. Bonjour Stéphanie, De Slagalc, bonjour. Salut Isabelle. j'y arriverai un jour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de leadership et de cohésion de groupe. Dans quelle mesure le capitaine est un leader de son équipe? Le capitaine, il faut quand même qu'il soit représentatif un petit peu du collectif. Et faut aussi que un petit peu tout le monde adhère au capitaine. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui doit fédérer et qui doit bien s'entendre avec tout le monde, communiquer bien avec tout le monde et aussi bien avec l'équipe qu'avec le staff, puisque c'est lui un petit peu qui fait le relais. Donc oui, il est leader, mais il doit aussi leader sûrement sur le terrain, mais il doit aussi être un leader en dehors du terrain, quelqu'un qui montre l'exemple aussi bien à l'intérieur du terrain qu'à l'extérieur dans la vie collective. D'accord. Donc, tu as un petit peu, du coup, annoncé un petit peu les profils des leaders. Il y a donc le leader affectif, celui qui permet de créer du lien et de fédérer sur le terrain, mais aussi en dehors. Il y a le leader technique, celui qui montre l'exemple et qui est revenu pour sa technicité, qui est un peu le relais pour l'entraîneur, qui prend le lead sur l'organisation de l'action avant ou pendant. Et il y a aussi le leader charismatique. C'est celui qui peut guider son équipe un peu par son aura, son côté un peu magique. Alors pour qu'il reste leader au sein de l'équipe, il faut qu'il soit au moins un leader affectif ou leader technique. Alors on a bien vu que tu avais cette casquette de leader affectif, mais est-ce que tu reconnais aussi dans les autres profils? Oui, un petit peu dans chaque. Je pense qu'au tout début, j'étais en effet plutôt un leader affectif qui s'entendait bien avec tout le monde. Et au fil des saisons et au fil des années, j'ai aussi pris le lead un peu au terrain. En tout cas, je suis devenu titulaire de mon poste. Et puis, ce capitanat, en fait, moi, ça m'a donné un peu des ailes, ça m'a un peu transformé, ça m'a donné confiance aussi. Et du coup, sur le terrain, ça m'a permis d'être beaucoup plus efficace. Et du coup, en effet, bah, je suis devenu, peut-être grâce à ça même, je suis devenu un leader du terrain. Même si leader, c'est un bien grand mot en sport collectif, tout le monde fait avancer la barque, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui pour moi a été un booster de performance, en tout cas de ma performance personnelle individuelle. Et ensuite, ben, un leader peut-être charismatique, en effet, sans prendre la grosse tête, mais en effet, je suis quand même devenue une joueuse importante dans le groupe qui se courait, voilà, et qui du coup avait une certaine aura et une certaine capacité à, à emmener un petit peu le groupe sur le terrain. D'accord. Donc tu disais que ça t'a donné un peu de légitimité sur le plan technique, le fait de devenir capitaine, t'a rassuré et t'a permis d'avoir peut-être une légitimité que tu ne ressentais pas avant sur le plan technique, c'est ça? Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais. C'est vrai Ok. que c'est quelque chose qui m'a vraiment boosté et donné cette capacité, cette confiance qui en fait m'a fait comprendre que j'étais quelqu'un peut-être d'important et que j'avais le droit un petit peu de m'affirmer et de tenter des choses et de faire des choses. Et donc ça m'a vraiment donné, ça m'a ouvert dans mes capacités de jeu et ça m'a vraiment transcendé. Ça a augmenté un peu aussi la confiance que tu avais en toi, du coup. Exactement. Ok. Tu l'as dit tout à l'heure, le rôle de capitaine est important parce que tu fais le relais en fait entre l'entraîneur et les joueuses. Comment est-ce que tu as appréhendé cette fonction d'intermédiaire? Comment est-ce que tu as endossé ce rôle-là? Alors c'est vrai que
on peut donner ce rôle-là au capitaine. En tout cas, moi, j'avais cette idée un petit peu du capitana. À l'époque, je me rappelle, on était au JO d'Athènes. À l'époque, c'était le porte-drapeau, c'était Jackson Richardson, et on s'était assis sur un bord de trottoir à discuter en attendant de rentrer, je crois, avant de défiler pour faire la cérémonie d'ouverture. Et il était capitaine de l'équipe de France garçon à l'époque. Et j'avais demandé ce que c'était le capitanat, et lui il m'avait simplement répondu, c'est ce que tu veux en faire. Et c'est vrai que pour moi, la communication, c'était quand même quelque chose d'important. Donc, bah, comme c'était important pour moi, bah, j'en ai profité pour aussi essayer de communiquer énormément avec le staff, avec l'entraîneur. On était une équipe un peu particulière qui avait une relation à l'époque assez particulière avec notre entraîneur, hein. Il y avait une relation de je t'aime un peu moi non plus. Donc il y avait quand même un petit peu cette importance de créer du lien entre l'équipe et entre l'entraîneur, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc c'est vrai que c'est quelque chose auquel je me suis attachée. En tout cas, j'ai essayé. D'accord. Donc là, si, je comprends ce que tu dis, l'importance de la cohésion de groupe, c'est ce lien en fait, c'est la relation qu'il y a entre les joueuses, les joueurs et l'entraîneur. Du coup, quels sont les éléments essentiels dans cette cohésion de groupe et comment ça se travaille d'après toi? Comment est-ce qu'on l'établit cette cohésion de groupe? Bah, la cohésion de groupe, il faut déjà que tout le monde aille vers le même objectif. Ça paraît évident, mais parfois, il y en a qui veulent juste se faire plaisir aussi, hein, et juste passer du bon temps. Mais là, on a un objectif qui est concret, être championne du monde. Ensuite, il faut que pour arriver à cet objectif, euh, tout le monde y mette le même sens et notamment les mêmes valeurs. Donc, du coup, euh, l'équipe a vraiment une âme qui tourne autour de ses valeurs, qu'on respecte aussi en dehors du terrain. Et c'est ça qui fait aussi que tout le monde fait corps pour aller vers cet objectif. Donc en effet, il faut communiquer et que tout le monde soit d'accord et qu'à un moment donné, s'il y en a qui sortent un petit peu du rang et qui oublient un petit peu quelles sont nos valeurs et vers où on veut aller toutes ensemble, bah, le capitaine, il est là aussi un petit peu pour dire attention, là on, là on perd de l'énergie dans ce côté-là et il faut se recentrer vers nos objectifs. Mais c'est vrai, c'est essentiel quand on travaille la cohésion de groupe. Alors, dans le milieu du sport ou dans le milieu de l'entreprise, parce que, par exemple, cet aspect-là, moi, je travaille dans les deux, j'interviens dans les entreprises et auprès des équipes. On travaille ce côté de valeur, et notamment quand, dans le milieu sportif, la dimension du maillot. Qu'est-ce qui fait que quelle est la différence entre une équipe et une autre et quelles sont les valeurs qui sont partagées par les coéquipiers et aussi par les supporters? C'est quoi l'identité de l'équipe? Comment est-ce que vous avez travaillé ces valeurs-là? Est-ce que c'est quelque chose qui a été implicite ou vous avez, à l'époque, notamment lorsque vous avez été championne du monde, vous avez explicité les valeurs? Quelles étaient les valeurs que vous vouliez représenter? Je pense qu'on avait, nous, en tout cas, une image d'équipe laborieuse, d'équipe soudée dans l'effort, parce qu'on avait une très bonne défense et on était un peu moins facile en attaque. Donc, ça s'est fait, je pense, de soi-même, en fait. C'est, de suite, on a véhiculé ce lien qu'il y avait entre nous, le fait qu'on soit soudés en défense et qu'on puisse s'entraider les unes les autres. Et donc ça, c'était une vraie marque de fabrique de l'équipe de France de D'accord. l'époque. Ça, c'était vraiment quelque chose de très clair. Et donc, je pense que c'était une des valeurs les plus importantes qu'on a véhiculées, qu'on avait entre nous. D'accord. Donc on l'a vu, l'importance des valeurs pour fédérer et pour créer une cohésion et de la confiance. Il y a aussi un travail qui est intéressant à faire sur les attentes, pouvoir exprimer, que chacun puisse exprimer ses attentes envers chacun de ses coéquipiers, envers l'entraîneur aussi éventuellement et envers l'équipe de manière générale. Des attentes sur le plan technique, mais aussi sur le plan relationnel. Ça encore, c'est des méthodes qu'on fait dans le management en entreprise ou dans les équipes sportives. Est-ce que vous, à l'époque, c'est quelque chose que vous avez eu l'occasion de faire, c'est-à-dire de vraiment pouvoir poser les choses sur les attentes que vous aviez envers chacune, sur le plan technique et sur le plan relationnel? Alors à l'époque, c'était moins établi, hein, c'était moins établi comme ça. Je pense que ça se faisait un petit peu naturellement. On faisait des réunions, on essayait d'avoir des moments conviviaux. On avait toujours un endroit qu'on appelait la cafette. Donc on avait droit à
on avait droit à une salle, à une chambre qui était faite que pour ça, où on pouvait se réunir et on venait y boire des tisanes et du déca, des cafés décaféinés. Et je pense que c'est là qu'on exprimait pas Que mal de ça? choses. Oui, que ça, Ça ouais. dépendait de l'heure, non? Et du coup, je pense que c'est là qu'on a exprimé pas mal de choses, mais c'était pas très officiel, voilà, Ouais. c'était pas très dirigé en tout cas. Et je pense C'était qu'aujourd'hui, pas ça se fait explicité. différemment. Ouais. D'accord. Est-ce que justement tu as vu évoluer les choses au fur et à mesure de ta carrière en termes de management d'équipe? Est-ce que tu as vu des changements, notamment de la part de ton entraîneur? Est-ce que les choses ont changé? Oui, nous, on a vu arriver des nouvelles générations des plus jeunes. Dans le sport co, c'est les plus jeunes qui poussent un petit peu les plus vieilles vers la sortie. Donc, bien sûr, on voit arriver les nouvelles générations qui nous poussent un petit peu dehors. Et on a vu, en fait, cette nouvelle génération qui avait un caractère un petit peu différent, qui acceptait beaucoup moins de contraintes que nous, on pouvait accepter. Et on s'est rendu compte que l'entraîneur a commencé à avoir un discours un petit peu différent parce qu'il sentait sûrement qu'il avait moins d'emprise et qu'il pouvait moins imposer certaines choses. Et on a vu commencer l'entraîneur à changer un petit peu de façon de fonctionner, ou en tout cas ouais, de méthode pour essayer de faire adhérer les filles aux objectifs et surtout aux contraintes qu'elles obligent. Donc c'est vrai qu'on a vu ça, on a vu ça arriver, on a vu l'entraîneur changer, et d'ailleurs il a été obligé, oui, de changer, puisque ça a été une demande plus tard, justement, du groupe qui est arrivé par la suite, de faire évoluer les méthodes de fonctionnement. Et tu as vu ça d'un œil plutôt positif? Tu as trouvé ça bénéfique? Comment tu l'as vécu à l'époque? À l'époque, pour nous, c'était étonnant de voir l'entraîneur qui devenait plus docile, plus malléable. On aurait aimé que ça vienne plus tôt. Et on s'est rendu peut-être compte à un moment donné que ben, il aurait fallu peut-être un petit peu, nous aussi, exprimer davantage nos difficultés. On a une certaine envie et une certaine jalousie un petit peu je pense, du changement de fonctionnement de l'entraîneur avec les nouvelles joueuses qu'on aurait bien aimé avoir nous aussi. D'accord. En termes d'accompagnement, à l'époque, vous aviez déjà eu une première approche dans l'accompagnement, notamment en préparation mentale. Qu'est-ce qui t'a été bénéfique et qu'est-ce qui a pu te manquer dans cet accompagnement? Alors on a eu des petites approches avec en effet des préparateurs qui sont venus pour nous aider. À l'époque, ça commence à dater un petit peu, hein. À l'époque, c'est vrai que l'approche d'un préparateur mental, c'était perçu un peu comme un psychologue qui venait aider la joueuse qui n'allait pas bien ou qui Ouais. manquait de performance. Et on avait, en tout cas pour ma part, moi j'avais envie d'aller vers ça parce qu'il y a des choses que j'avais du mal à gérer, le stress, l'enjeu, la peur de perdre, la peur de mal faire. Et en même temps, on savait qu'il y avait ce regard extérieur du coach ou de l'encadrement qui voyait les filles aller communiquer avec ce psychologue. Et du coup, il y avait un petit peu cette envie d'y aller, et en même temps on se disait est-ce que je transmets une bonne image de moi, parce que ça veut dire que si je Mm. vais voir le psy, je vais pas bien. Et on avait l'impression qu'on avait une image de fragilité quand on Ouais, allait voir voilà. le préparateur mental. Et donc, du coup, il y avait un petit peu cette difficulté d'aller approcher. Aujourd'hui, je pense que c'est mieux perçu. Oui, aujourd'hui, c'est rentré dans une forme de normalité. Euh, Après, c'est des problèmes plus budgétaires, c'est-à-dire que la première, le premier poste qui saute quand il y a des restrictions, c'est la préparation mentale. Mais c'est, en tout cas pour la jeune génération, c'est pas un sujet. C'est-à-dire que c'est pas anormal et c'est pas parce que c'est pas vu comme une fragilité ou une faiblesse que d'avoir un préparateur mental, c'est vu comme quelque chose de tout à fait normal. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué? En fait, c'était une prise en charge plutôt individuelle, mais pas collective. Est-ce que ça, c'est la dimension collective à manquer ou finalement, pas plus que Euh, ça? il y aurait eu sûrement besoin des deux, individuel et collectif. Moi, individuellement, oui, ça m'a manqué. Je pense que j'aurais pu être performante beaucoup plus tôt. J'ai trouvé souvent ma propre voie, mais je pense que parfois j'ai un peu ramé, et Mm. que si on m'avait permis de trouver cette voie-là plus tôt, bah, je pense que été plus performante plus tôt, et même encore même plus performante. Ensuite, on a eu des difficultés, nous, notre génération, avec notre entraîneur de l'époque, hein, qui est toujours l'entraîneur actuel, hein, d'ailleurs.
Et parfois, avec le collectif et l'entraîneur, ça a été très, très compliqué, hein. Il y a eu des gros clashs. Et je pense qu'en effet, on aurait eu besoin. On aurait besoin de communiquer, d'avoir quelqu'un qui fasse l'intermédiaire et qui Ouais, puisse qui fasse, expliquer aussi bien à l'entraîneur qu'au collectif ce qui se passait et pourquoi ça se passait. Ouais. d'accord, qui fasse un peu justement tampon sans qu'il y ait d'enjeu. C'est-à-dire que quand même pour le capitaine qui peut parfois faire tampon, il est aussi joueur, il y a des enjeux, il y a de Ah, l'affect, qui fait que c'est c'est ça. compliqué d'être complètement objectif et de mener à bien, par exemple, je parlais tout à l'heure du travail sur l'entente, enfin, communiquer sur les besoins et les attentes de chacun. C'est compliqué de le faire quand on est dedans, quand on est jugé parti, c'est toujours plus compliqué. Exactement, ouais. D'accord. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci de nous avoir parlé de ton expérience en tant que joueuse, en tant que capitaine, et ton regard en fait a posteriori sur l'ensemble de ta carrière et d'avoir parlé de cohésion et de leadership. Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont suivi ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir regarder les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.